Nous avons déjà traité la conception des porte-avions, et notamment des porte-avions américains, dans diverses vidéos du mercredi sur la chaîne. Mais cette fois, grâce aux gens formidables sur Patreon qui ont voté pour ce sujet précis, nous allons examiner le programme de développement des porte-avions de la flotte de la marine américaine depuis sa création jusqu'au moment où ils ont pu se libérer des restrictions imposées par les traités. En nous concentrant principalement sur les options qu'ils avaient sur la table et qu'ils n'ont pas choisies et pourquoi ils ne les ont pas choisies. Et à la place, évidemment, ils ont opté pour les conceptions que nous connaissons et que nous avons déjà abordées ailleurs. Donc, en remontant le temps jusqu'au tout début du XXe siècle, bien qu'il y ait eu diverses expériences précoces de lancement d'avions depuis différents navires dans la marine américaine pendant les années 1900, c'est-à-dire la première décennie du XXe siècle, suivie des années 1910, il semble que l'intérêt du service pour les porte-avions remonte précisément à l'époque où des officiers de la marine américaine servaient à bord de divers navires de la Royal Navy, après l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale vers la fin du conflit. Durant cette période, les officiers américains ont observé les différentes méthodes britanniques pour lancer des avions en mer, certaines étant bien meilleures que d'autres. L'un des principaux points qui ressortait de nombreux rapports était que les avions à roues de la fin des années 1910 étaient bien supérieurs aux hydravions, même lorsque l'appareil était identique à l'exception du type de train d'atterrissage. Et avec la technologie de l'époque, la plupart des hydravions devaient être à la fois lancés et récupérés depuis la mer, ce qui signifiait que le navire concerné, s'il voulait déployer ses avions, devait ralentir. Et souvent, en mer du Nord, les vagues faisaient que, même si le navire ralentissait, il n'était tout simplement pas possible d'utiliser des hydravions la plupart du temps. Et même si l'hydravion parvenait à décoller, le poids et la traînée des flotteurs le rendaient évidemment inférieur en performance par rapport à ses homologues à roues, et en plus de cet avantage de performance, les avions à roues pouvaient bien sûr être lancés depuis de petites plateformes sans que le navire ait à ralentir. Sur les cuirassés, ces plateformes, installées au sommet des tourelles orientables face au vent, rendaient inutile tout changement de cap. Et bien sûr, ce faisant, on pouvait utiliser un avion à roues dans des conditions météorologiques bien plus variées. Le seul problème, c'était de récupérer ces avions. Les avions à roues qui amérissaient étaient perdus, donc il fallait une sorte de pont d'atterrissage, à moins que vous ne vouliez de perdre énormément d'avions et, à l'occasion, un pilote noyé. Et cela signifiait un porte-avions spécialement conçu pour cela. Cette leçon a été encore renforcée lorsque l'architecte naval britannique Stanley Goodall est arrivé aux États-Unis avec un grand nombre de plans dans sa valise. Cette visite est surtout célèbre pour le partage des plans du HMS Hood et son impact sur la conception des croiseurs de bataille américains. Il a également apporté des plans préliminaires du HMS Hermes, le premier porte-avions spécialement conçu de la Royal Navy, qui était alors en cours de conception. Étant donné la portée relativement courte des avions de l'époque, Goodall a préconisé que les porte-avions suivants disposent d'une batterie de surface décente. Il a suggéré des canons de 6 pouces ainsi que des tubes lance-torpilles. Cela, disait-il, permettrait à un porte-avions d'éloigner les petits navires ennemis, comme des destroyers faisant partie de l'écran de la flotte et susceptibles de lui barrer la route. Les torpilles lui permettraient de menacer des navires plus grands, comme des cuirassés, des croiseurs et des croiseurs de bataille, assez longtemps pour s'échapper. Il souhaitait aussi que les futurs porte-avions soient blindés comme de petits croiseurs pour les protéger des tirs de destroyers et des batteries secondaires des grands navires et qu'ils atteignent 30 à 35 nœuds. Ces critères réels étaient la vitesse à laquelle les forces de reconnaissance de la flotte devaient opérer, car il envisageait le porte-avions comme un navire qui opérerait avec ses bâtiments. Hormis les tubes lance-torpilles, ceux qui connaissent la conception des porte-avions de la flotte de l'US Navy, construits dans la première moitié du XXe siècle, reconnaîtront déjà plusieurs caractéristiques récurrentes dans ces spécifications. Même si la vision de Goodall pour un porte-avions évoluait et s'écartait des missions de première ligne, l'autonomie accrue des avions influençait ce changement. En 1920, la marine américaine avait pleinement adopté l'idée du porte-avions, réclamant en priorité la construction de 4 porte-avions. Mais contrairement à la Royal Navy, la marine américaine ne disposait d'aucune flotte de navires expérimentaux transportant des avions pour s'exercer, et donc, afin de déterminer l'efficacité réelle de ces bâtiments, elle dut recourir à des jeux de guerre simulés.
Dans ces exercices, bien qu'ils aient constaté que les avions ne dominaient jamais seuls les champs de bataille, l'obsession de la marine américaine pour les tirs d'artillerie longue portée les poussa à considérer les porte-avions comme essentiels, car celui qui obtenait la supériorité aérienne pouvait utiliser librement les avions de reconnaissance et de réglage de tir et la refuser à l'ennemi. Et un avion de repérage était considéré comme essentiel pour tout tir d'artillerie à des distances supérieures à 20 milliards. Ironiquement, étant donné l'aide que la Royal Navy avait apportée pour susciter l'intérêt de la marine américaine pour les porte-avions, ces simulations ont montré que cette capacité particulière des porte-avions était particulièrement utile dans une guerre hypothétique contre la Royal Navy, puisqu'ils reconnaissaient que la ligne de bataille britannique était plus rapide que celle de la marine américaine. Et donc, en supposant que les Britanniques adoptent également une politique similaire de tir à longue portée, une ligne britannique pourrait simplement utiliser sa vitesse pour rester hors de portée de riposte des Américains et les harceler à volonté avec ses canons lourds, à condition de pouvoir aussi obtenir la supériorité aérienne, ce qui nécessiterait des porte-avions. La conception du premier porte-avions conçu dès l'origine pour la marine américaine prit alors forme. Équipé de 4 canons de 8 pouces, 6 canons de 6 pouces, 2 tubes, lance-torpilles doubles et plusieurs armes antiaériennes. Capable d'atteindre 35 nœuds, c'est aussi la vitesse prévue pour l'escorte moderne de la flotte américaine. Il transporterait 2 douzaines d'avions de reconnaissance type chasseur, ainsi qu'une demi-douzaine de bombardiers plus lourds. Maintenant, vous pourriez penser que cela ressemble à un groupe aérien assez petit pour un navire qui est clairement d'une taille considérable, et vous auriez raison. La taille du groupe aérien s'expliquait en partie par l'idée que le navire devait également servir de plateforme de récupération, d'entretien et, à terme, de renvoi vers leur navire d'origine. Pour la douzaine d'avions de reconnaissance et d'observation, on prévoyait aussi leur lancement depuis d'autres navires, tels que croiseurs et croiseurs de bataille, qui pouvaient alors être équipés de roues plutôt que de flotteurs, ce qui améliorait leur performance. En fait, la moitié du groupe aérien n'était pas à bord du porte-avions. Ce navire était basé sur une première version de 35 000 tonnes de la coque de la classe Lexington et il aurait 2 îlots, un de chaque côté, un peu comme certaines idées britanniques initiales pour le HMS Eagle. Cependant, l'élection présidentielle américaine de 1920 a changé les partis au pouvoir et soudainement la marine américaine avait du mal à obtenir des financements pour les projets déjà en cours et il était presque impossible de lancer quoi que ce soit de nouveau. Le résultat de cela fut qu'une infime partie du financement fut débloquée pour convertir le charbonnier USS Jupiter en premier porte-avions de la marine américaine, désormais appelé USS Langley. Cette coque avait été choisie pour plusieurs raisons. Doté d'une propulsion turboélectrique, c'était le premier navire de la marine américaine encore en service avec ce système, lui permettant de naviguer à pleine puissance dans les deux sens. Ceci était crucial en cas d'accident ou de dommage près de l'avant du navire, permettant de continuer les opérations aériennes. Elle possédait également déjà de grandes cales, de grandes écoutilles et des grues à forte capacité, tout cela étant déjà présent, ce qui permettrait de minimiser les coûts de conversion. La propulsion turboélectrique était également utile à un autre égard. La marine américaine prévoyait que tous les futurs porte-avions utiliseraient ce type de propulsion, donc autant assurer une continuité au sein de la flotte. Mais ce n'était pas une solution parfaite. Que ce soit en tant que Jupiter ou l'Anglais, le navire était lent et il devait stocker ses avions démontés dans certaines des cales à marchandises. Lorsqu'ils étaient nécessaires, il fallait les hisser en plusieurs morceaux jusqu'à ce qu'on pouvait vaguement appeler un pont-hangar ouvert, qui était essentiellement l'ancien pont supérieur du navire, désormais entouré de quelques poutres de soutien qui maintenaient le pont d'envol. Les avions étaient ensuite réassemblés à cet endroit, puis hissés sur un ascenseur qui ne descendait pas jusqu'au pont supérieur, et l'ascenseur amenait alors les avions jusqu'au pont d'envol où ils pouvaient être utilisés. Le Langley restait utile, son pont d'envol étant assez haut pour être installé au-dessus de la majeure partie de la superstructure. Il n'a pas fallu longtemps avant que certains avions soient presque en permanence stockés sur le pont pour éviter la corvée de devoir les ramener jusqu'aux cales. Bien que dans ce cas, le Langley soit sans îlot, il y avait des problèmes de dispersion de la fumée, ce qui a fait qu'au cours de nombreux réaménagements, elle a fini par recevoir une paire de petites cheminées articulées, une caractéristique qui réapparaîtra plus tard sur l'USS Ranger.
Cela aura une influence significative dans les débats ultérieurs sur la question de savoir si les Lexington devaient être sans îlot ou non, mais évidemment, ces détails particuliers conviennent mieux à une discussion sur le processus de conception des Lexington. En cherchant à intégrer des porte-avions dans la flotte, malgré les réticences du Congrès, une autre idée a également émergé. Et il s'agissait de convertir quelques croiseurs de la classe Omaha en petits porte-avions. Puisque certains critiquaient la classe pour être grande, coûteuse et quelque peu sous-armée. Pour résoudre les problèmes bien plus importants de fumée provenant de la machinerie nettement plus puissante sur ces navires, toutes sortes d'idées ont été proposées. Le design initial avec un pont continu signifiait que les idées incluaient des évents latéraux, des cheminées pivotantes et même un système de jet d'eau dont on pensait qu'il refroidirait la fumée pour qu'elle ne monte pas et qu'elle s'écoule simplement sur la mer, ainsi que simplement rallonger les cheminées sur de grands sponsons loin du pont d'envol. Contrairement à l'anglais, ce navire hypothétique aurait toutes les structures au-dessus du pont supérieur retirées. Et cela signifiait qu'il pouvait avoir un véritable hangar, ce qui permettrait alors d'accueillir un groupe aérien de 12 à 40 appareils, selon la taille des avions utilisés et la taille réelle du hangar, car on envisageait d'ajouter d'autres structures pour l'hébergement, les pièces de rechange, etc. Mais puisque les Omaha, quels que soient leurs défauts en tant que navires de surface, étaient les seuls croiseurs modernes que la marine américaine construisait réellement à l'époque, il y eut une forte résistance interne à cette idée, avec des débats sur la question de savoir s'il valait mieux avoir quelques petits porte-avions plus tôt ou continuer à pousser pour des porte-avions plus grands et plus performants, même si cela prendrait plus de temps à mettre en service, ainsi que ceux signalant que la marine américaine ne pouvait pas se passer de 2 de ces nouveaux croiseurs éclaireurs, essentiels à la protection de la flotte. Finalement, les partisans du porte-avions de taille réelle l'ont emporté et l'idée de convertir certains des Omaha a été abandonnée. Il fallait donc revenir à la conception d'un grand porte-avions de flotte. Toute une gamme de vitesses et de tailles a été envisagée, mais ensuite une exigence a été transmise, peu importe à quoi ressemblerait finalement le porte-avions. Il devait y avoir au moins 24 canons sur le navire, dont les 2/3 seraient des canons de 6 pouces contre les navires de 6 pouces et 1/3 des canons anti-aériens de 5 pouces. On a vite constaté qu'un tel armement limiterait fortement la capacité du porte-avions à assurer sa mission principale, à savoir mettre en œuvre des avions, tout en embarquant l'équivalent de 2 à 3 croiseurs en canon. Et finalement, il a été convenu que le rôle anti-aérien pourrait être assuré par les chasseurs du navire, et donc seulement 16 canons de 6 pouces étaient nécessaires. Bien qu'il ait été noté que certains de ces canons pourraient être remplacés par des canons anti-aériens de 5 pouces, mais dans l'ensemble, au moins ce nombre de canons avait diminué. Il y avait un groupe aérien prévu de 72 avions plus un certain nombre supplémentaire démontés en réserve et, heureusement pour la plupart des gens, un projet d'installation d'un important armement de torpilles sur le navire a également été abandonné assez rapidement. Ce navire aurait, selon le projet de conception, soit une île sur le côté tribord, soit un pont continu, comme je l'ai dit, selon la variante. Il aurait également un hangar fermé et enfin, il aurait un déplacement de 39 000 tonnes une fois les autres options écartées. Cependant, après quelques révisions, l'armement initial de 16 canons de 6 pouces a été modifié pour 3 tourelles doubles de 6 pouces, une douzaine de canons simples de 5 pouces et 6 tubes lance-torpilles non immergés, car ceux-ci firent leur retour tous orientés vers l'arrière dans une tentative apparente de décourager la poursuite. D'autres esquisses de conception menant à cela avaient envisagé un pont continu au lieu d'une île, ainsi qu'une variété de vitesses, le tout sur des déplacements nettement inférieurs. Cependant, avec la convocation de la conférence menant au traité naval de Washington, il devenait aussi clair que les Lexington pourraient désormais être abandonnés. Et étant donné que ce projet de porte-avions conçu spécialement était si proche de la taille du Lexington que certains avaient déjà proposé d'utiliser les plans de coque des Lexington comme base pour le navire afin d'économiser des coûts, il n'était pas vraiment surprenant que les efforts se soient rapidement orientés de la conception et de la construction d'un tout nouveau porte-avions vers la conversion d'un ou plusieurs des croiseurs de bataille en porte-avions, pour sauver une partie des ressources investies par la marine américaine dans les coques. Comparé au plan du porte-avions conçu dès l'origine, de taille similaire à ce stade, les coques des croiseurs de bataille avaient des lignes arrière plus fines.
Cela réduirait l'espace du hangar d'environ 16% par rapport à une conception de même longueur conçue dès l'origine. Des inquiétudes existaient sur l'impact de ces lignes sur le flux d'air quittant le navire vers la trajectoire d'atterrissage des avions, et la disposition des machines exigeait un réseau de conduits plus complexe pour regrouper les cheminées d'un côté. Utiliser des navires plus avancés coûterait moins, car de l'argent avait déjà été investi dans leurs coques et machines les années précédentes. Avec le traité naval de Washington annulant les 6 Lexington, cela signifiait qu'après quelques manœuvres autour de la façon exacte de classer leurs déplacements, Lexington et Saratoga, les deux plus avancés dans leur construction, furent sélectionnés pour la conversion. Fait intéressant, cependant, le porte-avions de la classe Lexington le moins avancé devait à l'époque s'appeler USS Ranger. Une fois que le Lexington et le Saratoga avaient été pris pour la conversion, l'attention s'est alors portée sur la meilleure façon d'utiliser le tonnage de porte-avions restant alloué dans le cadre du régime des traités. Cependant, il y avait un décalage entre la décision de convertir les Lexington et leur mise en service effective. Une période qui allait durer la majeure partie des années 20 signifiait que les choix concernant ce qu'il fallait faire. Le prochain porte-avions, premier navire conçu spécifiquement pour ce rôle à entrer réellement en service dans la marine américaine, nécessiterait de se fier presque uniquement à des jeux de guerre sur table. Et un peu de retour d'expérience des premiers exercices de la flotte, où l'anglais faisait de son mieux pour imiter soit Lexington, soit Saratoga. Cependant, il y avait certaines limites à cette façon de penser. Bien que les grands porte-avions étaient construits avec des îlots, en partie parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres moyens d'évacuer l'énorme quantité de fumée produite par leurs chaudières. Et les îlots étant essentiellement construits autour des énormes cheminées, les exercices sur table ne pouvaient pas analyser leur efficacité pour aider à commander le navire ou le groupe aérien. Comme le Langley était à Pont-Ras, elle n'offrait pas de nouvelles perspectives non plus. Cela allait directement influencer le résultat final des études qui ont finalement mené à l'USS Ranger, le véritable porte-avions. Tout a commencé en 1922 avec une discussion sur le déplacement des futurs porte-avions. La marine américaine disposait de 69 000 tonnes de porte-avions dans son quota du traité, et contrairement à la marine impériale japonaise, la marine américaine avait rapidement décidé que les porte-avions de 10 000 tonnes, ou moins bien que techniquement non réglementés par le traité, n'étaient pas vraiment utiles pour la flotte. Et à l'extrémité supérieure, il y avait une limite de 27 000 tonnes par porte-avions imposée par le traité. Comme la marine américaine ne voulait pas avoir une flotte composée de modèles uniques, elle a simplement divisé 69 000 tonnes par différents nombres entiers, ce qui a donné principalement 3 options. 3 navires de 23 000 tonnes, 4 navires de 17 250 tonnes ou 5 navires de 13 800 tonnes. Il y avait aussi quelques options en dehors des choix principaux, une paire de navires de 27 000 tonnes qui seraient plus grands et plus performants, ce qui laisserait ensuite de la place pour un seul modèle de 17 000 tonnes, ce qui se rapprochait de l'option intermédiaire, qui permettait d'avoir 4 navires de 17 250 tonnes et quelques irréductibles pensaient qu'on pourrait s'en sortir avec une demi-douzaine de bâtiments de 11 500 tonnes. Les premiers travaux ont donné lieu à 6 projets. La base de référence était constituée des modèles 276 et 277. Le modèle 276 faisait 23 000 tonnes, le 277 faisait 27 000 tonnes. Chaque modèle pouvait atteindre environ 32 nœuds et était armé de 8 canons de 8 pouces et d'une douzaine de canons de 5 pouces. L'armement de 8 pouces serait une caractéristique constante des modèles du début des années 20, bien que le nombre de ces armes, qu'il s'agisse de 6, 8 ou 9, varie selon le modèle que vous examinez. Dans chaque cas, le hangar était divisé en 2 zones, une zone pour les avions plus grands, c'est-à-dire des bombardiers de certains types, et une autre pour les chasseurs et éventuellement les avions de reconnaissance. Parfois, selon le modèle, cela pouvait en fait être 3 zones, avec les gros avions placés à l'avant et à l'arrière du hangar, et les petits avions placés dans une partie légèrement moins profonde du hangar. Au centre du navire, la faible profondeur est due à la présence des salles des machines qui s'élèvent en dessous. Le navire de 23 000 tonnes pouvait transporter environ 60 avions, tandis que le navire de 27 000 tonnes pouvait en transporter environ 75, car on estimait qu'un avion de chasse occupait environ 17 mètres carrés, tandis qu'un avion d'attaque prenait un peu plus de 41 mètres carrés.
bien sûr en tenant également compte de la largeur du hangar. Les deux conceptions suivantes étaient les modèles 281 et 282. Il s'agissait de variantes du navire de 27 000 tonnes. Les deux réduisaient la vitesse à 27 nœuds et augmentaient l'armement de 8 pouces à 3 tourelles triples au lieu de 4 tourelles doubles, mais ils représentaient deux extrêmes différents. Pour le projet 281, outre ses espaces machines réduits, la ceinture blindée épaisse de 3 pouces sur les projets antérieurs fut ramenée à 2 pouces d'épaisseur et un double hangar a été installé avec une capacité théorique de 105 à 110 avions, dont la plupart étaient de grande taille. Le groupe aérien aurait été plus important si davantage de chasseurs avaient été embarqués. Le projet 282, quant à lui, a fait le choix inverse, avec un blindage important. Une ceinture de 8 pouces d'épaisseur et un pont de 2,5 pouces d'épaisseur couvraient de grandes parties du navire, bien qu'il faille noter qu'il s'agissait d'un pont blindé interne et non d'un pont d'envol blindé. Cela a permis d'avoir un groupe aérien qui comptait encore 85 appareils grâce à la réduction de l'espace occupé par la machinerie, ce qui a permis de récupérer une partie de l'espace sacrifié au blindage. Le projet 286 de 11 500 tonnes a suivi, avec entre 2 douzaines et 64 appareils selon que l'on misait tout sur les bombardiers ou tout sur les chasseurs. Et enfin, le projet 293, avec ses 17 000 tonnes, offrait environ 75 appareils. Dans les deux derniers cas, la vitesse du navire n'était prévue qu'à environ 28 nœuds, donc, là encore, le fait d'avoir des espaces machines réduits permettait d'emporter proportionnellement plus d'appareils. Sur cette base, la marine américaine a conclu que la coque de 27 000 tonnes était la seule option viable, car c'était la seule qui offrait au moins 75 appareils ainsi que la vitesse ou la protection. Tous les autres projets manquaient soit d'un groupe aérien, soit parvenaient à avoir le groupe aérien nécessaire au détriment à la fois de la vitesse et de la protection. Bien sûr, devoir intégrer une batterie de canons de croiseurs lourds dans tout cela n'aidait vraiment pas les choses. Puisque l'adoption de la coque de 27 000 tonnes ne laisserait à la marine américaine que 4 grands porte-avions et peut-être un plus petit, d'une valeur nettement inférieure, les projets ont été mis de côté jusqu'en 1924, lorsque la possibilité d'obtenir des financements pour construire quelque chose a poussé tout le monde à revoir leurs plans. À ce stade, il y avait deux camps. Un camp entièrement axé sur l'aviation qui voulait un pont plat sans artillerie lourde, misant sur la vitesse et les avions pour assurer sa sécurité. Et une autre faction qui voulait un navire plus lent, doté de canons et de blindage, afin qu'il puisse se protéger contre les croiseurs ennemis, mais avec un groupe aérien forcément plus réduit. Sur le second modèle, il y avait moins de résistance de la part des pilotes à l'idée d'avoir un îlot comparé au premier. Il y avait aussi un argument secondaire qui concernait la vitesse. Une vitesse bien supérieure à 30 nœuds, précisément 32,5 nœuds, était souhaitée parce qu'on pensait que cela permettrait aux porte-avions de distancer les croiseurs ennemis. Certains affirmaient que si les porte-avions opéraient près de la ligne de bataille, celle-ci pouvait les protéger des croiseurs. Ils opéraient simplement du côté non engagé de la ligne de bataille, offrant aussi une barrière physique contre les croiseurs ennemis. Alors, 27 nœuds donneraient au porte-avions une marge de vitesse suffisante pour prendre position et rattraper la flotte, en cas de détachement pour opération aérienne due à un vent défavorable. Et si vous choisissiez cette vitesse plus basse, cela permettait à des conceptions plus petites d'avoir le groupe aérien requis. Grâce à la réduction de l'espace pour les machines, vous pouviez donc avoir plus de coques lors des exercices ultérieurs de la flotte. On a découvert que cette approche serait suicidaire sans pont d'envol blindé sur le porte-avions, car trouver une flotte entière était, relativement parlant, une tâche facile comparée au fait de trouver un seul navire et quelques escorteurs. Et cela signifiait qu'un porte-avions opérant très près de la flotte serait généralement repéré et frappé par des avions ennemis avant de pouvoir rendre l'appareil. Mais au milieu des années 1920, sans Lexington ou Saratoga dans la flotte pour s'entraîner, cela n'était pas connu à l'époque. Ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est la découverte que certaines des idées plus lourdement armées et blindées se sont en fait retrouvées avec des groupes aériens plus importants, que les conceptions plus légèrement protégées et plus rapides, en raison des différences significatives dans la taille des espaces des machines et de l'exigence continue de canons de 8 pouces en particulier sur ces conceptions plus légèrement protégées et plus rapides.
ce qui prenait alors beaucoup de place. Cependant, l'échec du projet de loi de dépenses en question. Cela signifiait que la conception des porte-avions repassait à la fin de la liste des priorités pour quelques années, et une fois qu'ils ont repris la conception des porte-avions, le ton avait changé. Encore une fois, il avait été souligné que même les conceptions les plus lourdement protégées des modèles précédents utilisaient encore un schéma de blindage classique, c'est-à-dire une ceinture et un pont juste au-dessus qui protégeaient les machines et les soutes du navire. Cela ne protégeait pas les hangars, et ainsi un porte-avions protégé pouvait encore être physiquement présent après avoir subi des tirs d'obus. Mais sa section aviation n'était pas plus protégée que celle d'un porte-avions essentiellement non protégé. Ainsi, le blindage lourd et la batterie de 8 pouces furent tous deux abandonnés un temps, au profit de conceptions réduites, offrant parfois une protection minimale contre les destroyers ou aucune protection, et un armement principal qui atteignait au maximum le calibre de 6 pouces et, dans certains cas, se limitait à des canons anti-aériens de 5 pouces ou, dans un cas, à des canons anti-aériens de 37 mm comme plus gros armement à bord. La restriction suivante imposée aux conceptions était l'idée d'utiliser un bombardier avec un poids au décollage de 10 000 livres. Cela nécessitait d'avoir au moins un porte-avions de 13 000 tonnes rien que pour obtenir la bonne taille de pont d'envol. Et cela a mis fin à une brève tentative avec des porte-avions de 10 000 tonnes qui étaient réapparus une fois de plus. Et enfin, s'il était accepté que les porte-avions allaient avoir une protection minimale, il en découlait qu'ils seraient vulnérables s'ils devaient être vulnérables. On a alors estimé qu'il valait mieux en avoir plusieurs, afin que la perte de certains ne prive pas complètement la flotte de soutien aérien. Cela signifiait s'en tenir à des coques plus petites. Il a également été décidé qu'un groupe aérien idéal à ce stade devait avoir un ratio de 2 chasseurs pour un bombardier. Et en 1927, on pensait qu'un porte-avions de 13 000 à 14 000 tonnes légèrement protégé et axé sur l'aviation serait capable d'opérer pas moins de 108 avions, soit 36 bombardiers et 72 chasseurs. Si la vitesse était réduite à 29 nœuds pour agrandir le hangar, cela tomberait à seulement 81 avions, soit 27 bombardiers et 54 chasseurs, si l'on insistait plutôt sur une vitesse de 32,5 nœuds. Mais il y avait aussi une sorte de guerre civile en cours, parmi les pilotes représentés par le Bureau de l'aéronautique. La plupart préféraient un porte-avions à pont plat pour faciliter la manutention des avions, sans risque de heurter une île puisque le navire n'en avait pas. Ainsi qu'un porte-avions à pont plat, évidemment, qui offrait un flux d'air moins perturbé, du moins en théorie. Mais un petit groupe soutenait que, selon l'expérience de la Royal Navy avec les différents premiers porte-avions britanniques, il avait été démontré qu'éliminer la fumée d'une conception à pont plat, qui causait également des perturbations de l'air en plus de problèmes visuels plus évidents, était bien plus difficile avec des navires à pont plat, et que l'îlot, en plus de fournir un emplacement utile pour installer certaines choses, la cheminée était un point de repère très utile lors des approches, ce qui réduisait au départ les risques de crash, annulant ainsi en partie le problème de risquer de percuter l'îlot. Aux échelons supérieurs, il y avait aussi en quelque sorte un débat toujours en cours concernant la vitesse. Plus d'avions étaient positifs, mais certains officiers privilégiaient la capacité d'opérer avec les croiseurs rapides qui entraient alors dans la flotte. Et ces derniers voulaient évidemment toujours une vitesse de 32,5 nœuds. Les Lexington étant encore en cours de mise en service, il n'existait alors aucune expérience pratique de l'exploitation des grands porte-avions. On pensait que les porte-avions pourraient opérer avec une escorte de destroyers pour leur offrir une protection contre les attaques de sous-marins, plutôt qu'une escorte de croiseurs pour les protéger contre les attaques de surface. Puisqu'il était déjà bien connu que les destroyers seraient limités en vitesse par l'état de la mer en haute mer, le porte-avions plus lent, de 13 800 tonnes, qui pouvait transporter plus d'avions et qui pouvait être construit en plus grand nombre, est devenu le choix par défaut, à partir duquel tout le reste a été évalué. 4 options similaires ont été développées, ainsi que diverses idées plus ou moins importantes pour compléter l'ensemble. Mais les 4 conceptions de 13 800 tonnes étaient celles qu'on prenait vraiment au sérieux. Elles différaient par leur vitesse et l'agencement de leur pont, et l'une possédait même un double pont d'envol. Curieusement, la faction des pilotes qui voulaient un pont plat a également commencé à préférer les conceptions plus lentes, car celles-ci nécessitaient moins de chaudière et produisaient donc moins de fumée.
ce qui pouvait alors être plus facilement géré par des méthodes ne nécessitant pas d'îlots, tandis que les navires plus rapides avec plus de chaudières, à ce stade, étaient considérés comme nécessitant au moins un petit îlot. La plupart des pilotes y étaient, comme nous l'avons vu, fortement opposés. Une batterie mixte de canons de 6 pouces anti-surface et de 5 pouces anti-aérien était toujours proposée. Mais ensuite est arrivée la Grande Dépression qui a entraîné une série de mesures d'économie, y compris la suppression totale de la capacité d'attaque à la torpille, ainsi qu'une réduction de la batterie anti-aérienne. Les catapultes transversales, qui avaient été prévues au niveau du hangar pour lancer les chasseurs, furent également abandonnées, ce qui laissa le navire avec un hangar ouvert qui avait été conçu pour faire fonctionner les catapultes. Sauf qu'il semblait désormais n'avoir aucune utilité, car la possibilité de faire chauffer les moteurs des avions dans un hangar ouvert avant de les amener sur le pont d'envol n'était pas encore vraiment appréciée. Et ensuite, les premières expériences avec les Lexington l'ont montré. En réalité, disposer d'un îlot offrait d'importants avantages, ce qui a conduit à modifier la conception à la dernière minute, en passant d'un pont plat à un petit îlot. Il était trop tard pour déplacer les cheminées, elles sont donc restées à l'arrière comme structure pivotante. L'ouverture du hangar imposait d'installer les mitrailleuses anti-aériennes dans des galeries de tir de chaque côté du pont d'envol au lieu de sponsons sur la coque. Une autre caractéristique, devenue courante sur les porte-avions américains ultérieurs, est apparue en grande partie par accident lors de la construction du Ranger. Les exercices de la flotte avec le Lexington et le Saratoga fournissaient de plus en plus d'informations. La capacité des grands porte-avions à opérer de manière beaucoup plus stable par temps normal, et même à fonctionner par gros temps, s'est combinée à une certaine hésitation. Le fait que le Ranger ait été privé d'une grande partie de sa protection a fourni de nombreux arguments à ceux qui plaidaient pour des porte-avions plus grands à l'avenir. Ainsi, la marine a commencé à étudier des conceptions de 18 500 tonnes qui pouvaient ramener la vitesse à plus de 32 nœuds et inclure au moins une certaine protection contre les tirs ennemis. Tout en conservant un groupe aérien utile, il voulait aussi augmenter la batterie anti-aérienne, réintroduire les bombardiers torpilleurs, avoir un véritable îlot et, du moins au début, même disposer d'un double pont d'envol. C'était beaucoup demandé. À peine 4000 tonnes de plus que le pauvre vieux Ranger, et même à l'échelon de taille suivant, un peu moins de 21 000 tonnes, cela resterait assez difficile. Pourtant, il y a eu une brève incursion dans l'idée de non seulement tout cela, mais aussi de ramener des canons de 8 pouces. Heureusement, ce n'était qu'un exercice de réflexion assez court. Encore une fois, grâce aux données issues des manœuvres de la flotte menée avec les Lexington, les raids à grande vitesse ont maintenant été ajoutés à la liste des tâches des porte-avions. Maintenant, ce n'était pas quelque chose que Ranger pouvait faire. Sa vitesse maximale limitée signifiait qu'elle était considérée uniquement comme un porte-avions de soutien à la ligne de bataille, mais cela donnait beaucoup plus de poids à ceux qui voulaient remettre sur la table le porte-avions à 32,5 nœuds. La question suivante était la protection. Combien et où la placer? Elle revenait définitivement, mais l'endroit exact où elle serait placée sur le navire restait une question totalement ouverte. Lors des exercices, il était pris en compte que 2 bombes sur le pont d'envol suffisaient à éliminer toute la capacité opérationnelle d'un porte-avions. Le fait qu'une seule bombe puisse laisser la possibilité de récupérer des avions, mais pas de les lancer, a été une grande frustration pour de nombreux capitaines de porte-avions. Ainsi, certains officiers, constatant que les porte-avions avaient été endommagés ou détruits lors de ces exercices, bien plus souvent par des avions ennemis que par des navires ennemis, ont plaidé pour que le blindage soit remis sur le pont d'envol. Ils estimaient que, même si cela signifiait des groupes aériens plus petits, un groupe aérien qui restait disponible tout au long d'un engagement était bien plus utile qu'un groupe aérien considérablement plus grand, qui se retrouvait simplement piégé dans son hangar après qu'une seule bombe ait touché sa cible par chance. L'argument en faveur d'un double pont d'envol, en revanche, était que cela permettait de faire décoller beaucoup d'avions rapidement en lançant depuis 2 ponts d'envol au lieu d'un seul. Vous pouviez poursuivre les opérations aériennes sur le pont d'envol inférieur, tandis que le pont supérieur restait libre pour récupérer les avions. Mais les problèmes rencontrés par les porte-avions britanniques et japonais qui utilisaient déjà ces dispositifs ont donné plus de poids à l'autre côté de l'argument, qui réclamait plus et mieux, c'est-à-dire des ascenseurs d'avions plus rapides à combiner avec des catapultes transversales dans le hangar, ce qui permettait une certaine capacité de lancement de chasseurs pendant que des avions atterrissaient au-dessus.
Et entre les deux, en théorie, cela offrirait la plupart des avantages d'un porte-avions à double pont d'envol sans pratiquement aucun des inconvénients. L'apparition du bombardier en piqué, ainsi que du bombardier torpilleur et du bombardier horizontal, signifiait que la batterie antiaérienne devait également s'élargir pour inclure des canons antiaériens lourds à longue portée et des canons antiaériens plus légers à courte portée. Les tentatives d'intégrer les améliorations souhaitées dans une coque de la taille du Ranger se sont soldées par un échec prévisible, bien qu'un peu de bon sens ait prévalu en ce qui concerne le groupe aérien attendu. Théoriquement, les Lexington et le Ranger pouvaient tous deux opérer bien plus de 5 avions s'ils étaient à pleine capacité. Mais lors des exercices, on en faisait généralement voler entre 50 et 60 même sur le Lexington et le Saratoga, en raison des limitations d'espace sur le pont d'envol. Il fallait aussi considérer le temps nécessaire pour amener les avions sur le pont d'envol, les autres appareils du groupe aérien servant de réserve en cas de perte. Ce fait a soulagé une partie de la pression sur les concepteurs, qui jusqu'à présent avaient essayé de rendre les nouveaux porte-avions au moins théoriquement capables de soutenir un groupe aérien de plus de 100 appareils. Un total de 15 projets furent alors préparés au début des années 1930, la plupart portant sur des navires de 14 000 ou de 20 à 21 000 tonnes. Il y a aussi eu quelques projets plus grands et 2 conceptions intermédiaires envisagées. Bien qu'il y ait eu un projet de pont d'envol blindé assez prometteur, avec un groupe aérien de 74 appareils parmi la tranche de conception d'environ 21 000 tonnes, l'appel irrésistible d'encore plus d'avions mènerait finalement à l'adoption d'un projet de 20 000 tonnes, avec, en théorie, un groupe aérien de 90 appareils, principalement parce que cette légère réduction du déplacement signifiait qu'un projet d'un peu plus de 15 000 tonnes pouvait être construit en même temps que 2 des navires de 20 000 tonnes. Ce modèle plus petit aurait une capacité théorique de 70 avions et conserverait une grande vitesse, mais au détriment d'une partie de la protection. Ces modèles deviendraient bien sûr Yorktown, Enterprise et Wasp respectivement, avec encore une bonne partie du poids consacré au Yorktown, à la protection blindée, mais pas tant contre les bombes que contre les tirs d'artillerie ennemis, puisque cela dominait encore l'esprit de nombreux amiraux. Ainsi s'acheva la conception des porte-avions américains de l'entre-deux-guerres. Après l'effondrement du système des traités, un porte-avions basé sur une version modifiée du Yorktown, sous la forme de l'USS Hornet, fut construit. Tout simplement parce qu'il était bien plus rapide de construire quelque chose à partir d'un plan déjà existant que de concevoir un tout nouveau modèle. La prochaine véritable série de conception serait la classe Essex, la première. Des porte-avions américains non limités par aucune restriction de traité, et donc, bien sûr, qui feront l'objet de leur propre vidéo à un moment donné. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour les questions du dry dock.